Bonjour à tous. On va attendre, quelques instants que tout le monde se connecte. Je On attend encore quelques secondes. Je pense, qu'on va pouvoir démarrer, Alexandre. Bienvenue à tous pour, ce webinaire sur, la QVCT et le recrutement. Heu, on va commencer par une question un peu directe, mais est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà installé un baby-foot, dans la salle de pause, en pensant que la QVCT serait, grandement améliorée? Eh bien, c'est, souvent encore, l'image que la QVCT, a aujourd'hui et c'est ce qu'on va tenter de déconstruire ensemble, aujourd'hui. Moi, je suis Noémie, je suis chargée de communication chez Nibellis et je serai là aujourd'hui pour, les 45 prochaines minutes pour animer ce webinaire aux côtés d'Alexandre, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Alexandre Bazin, donc le directeur de Nibel RH, la branche SIRH de Nibelis. Et effectivement, j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Noémie aujourd'hui. Merci Alexandre. Afin de commencer le webinaire, on va lancer un petit sondage. À quel stade de votre entreprise en est-elle sur la QVCT? Est-ce que vous en parlez, mais vous n'avez pas encore, structuré? Est-ce que vous avez déjà quelques actions isolées ou bien une démarche formalisée? Ou est-ce que, vous n'avez encore rien mis en place ou, vous n'êtes pas, au courant? Heu, OK, donc je vois que, la plupart d'entre vous ont des actions, isolées. C'est déjà un premier pied à l'étrier, donc on va pouvoir, commencer, le webinaire, avec, des gens qui savent déjà de quoi on parle. Au programme des 45 prochaines minutes, on a déjà 4 idées, qu'on va déconstruire avec Alexandre. Ensuite, on s'intéressera donc au recrutement qui est vraiment le premier test de la QVCT. Enfin, un petit focus sur l'expérience collaborateur, avant, de démarrer, avant le jour J et après, quelques, petits, tips pour, mesurer et agir, selon votre budget, certaines actions de QVCT. Voilà, donc on va commencer avec les idées à déconstruire. Alexandre, je te laisse la main. Merci Noémie. Alors, 4 idées à déconstruire déjà, vous les voyez apparaître sur l'écran. Donc, on va bien évidemment les débunker une à une. C'est optionnel, ça commence uniquement à l'onboarding, c'est du ressort des ressources humaines et on n'a pas les moyens. Donc là, on va vraiment rentrer dans chaque étape pour vous expliquer ce qu'il en est. Première étape déjà, alors la QVCT, c'est optionnel? Non, c'est pas optionnel, clairement pas, parce que déjà, il y a un cadre légal qui s'inscrit autour de la QVCT, qui est un accord national interprofessionnel de 2013, qui a été renforcé en 2020 et qui engage les entreprises sur des démarches qui sont concrètes. Elles impliquent les managers, elles impliquent les IRP, elles impliquent la direction et donc non, déjà, d'une base, c'est pas une option, c'est clairement pas ça et puis même, c'est aussi un levier de performance qui doit être documenté. OK. Alors c'est quoi la source clairement de la confusion? On associe, alors Noémie le disait au départ, on associe souvent la QVCT au baby-foot, à la corbeille de fruits, à la plante verte, c'est super sympa, c'est très joyeux et bah, parce que pendant beaucoup, beaucoup d'années, on a vendu le bien-être au travail comme étant un plus. En fait, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau qu'on ajoute quand ça va bien économiquement. Sauf que quand ça va pas forcément bien, du coup, les dirigeants voient ça comme étant une dépense superflue, on rentre dans des périodes de tension et donc les salariés ont plus appris finalement à ne pas y croire. OK, et la réalité, on peut la prouver en chiffres. Il y a 44 des salariés qui jugent aujourd'hui les actions de leur entreprise suffisantes et c'est un signal de confiance qui est en pleine, dérive. Donc, entre la cohérence perçue, le discours de l'entreprise, clairement, on va avoir des soucis. Donc on doit capitaliser sur la confiance. Parfois, elle est entamée, il faut transformer rapidement les désagréments et après ça peut amener de l'absentéisme et des départs. OK. 2e point, ça commence dès l'onboarding. Alors ça, c'est une idée reçue également, c'est à partir, du moment où le collaborateur arrive dans l'entreprise. Non, clairement pas, ça commence dès le recrutement. OK.
OK. Donc qu'est-ce que ça signifie, concrètement? Un candidat qui postule, chez vous, qui a pas eu de nouvelles pendant 10 jours, qu'est-ce que ça se dit? Tiens, l'entreprise, elle est pas super organisée, première chose. Un autre qui reçoit un email automatique et qui peut soigner. Votre candidature a bien été reçue et sans délai d'indication, ni étape suivante, je vous engage, blablabla, on le connaît tous à cet email. Donc clairement pas non plus engageant à donner une bonne perception de l'entreprise. Puis après, il y a celui qui reçoit un email personnalisé au nom du recruteur, un délai clair, OK, et comment déjà se projeter positivement dans l'entreprise. Donc il y a 3 scénarios ici là que je vous ai donnés. Et après, on verra qu'on a 87 des candidats, quand ils voient leur parcours de recrutement fidèle finalement à l'image qu'ils se sont fait d'entreprise, qui seraient plus enclins à dire oui finalement à rentrer de chez vous. OK. 3e idée perçue, c'est le rôle des ressources humaines. Alors complètement faux parce que les RH donnent le ton, donnent la stratégie et la tactique opérationnelle, elle se fait en relais et surtout par les managers. OK. Donc aujourd'hui, on estime qu'on a 86 des salariés qui pensent que l'organisation, le rôle clé, c'est de rendre l'entreprise meilleure, donc à travers notamment les RH, mais aussi à travers leurs managers. OK. Donc ce que ça dit vraiment en pratique, un manager qui donne jamais de feedback, qui ne se rend pas à ses entretiens annuels, qui annule systématiquement ses one to one, c'est déjà un premier step sur, la dégradation de la QVCT. OK. Il y en a aucune politique RH qui peut compenser ça, c'est pas ça l'idée. Donc la QVCT, elle vit ou elle meurt en fonction des relations quotidiennes entre votre collaborateur et manager direct. Les RH se posent, je rappelle, un cadre, donnent des outils, des indicateurs et derrière, on construit globalement, à travers des rituels, une expérience collaborateur bout à bout. OK. Idée numéro 4, celle qu'on entend le plus, on n'a pas les moyens. Voilà. On pense tous que la QVCT, ça coûte cher. Alors ça, c'est la faute au baby-foot effectivement qui a un petit coup, à mettre dans l'open space. C'est pas vrai parce que, déjà pour 1 € investi, on considère qu'on génère 2,2 € d'économie. Déjà première chose, et ensuite on le verra, on aura plusieurs actionnels à travers ce webinaire pour vous donner des actions concrètes à réaliser en fonction de votre budget à partir de 0 €. Hop, Noémie, je te laisse la parole. Merci, Alexandre, pour cette, 1re partie sur les idées reçues, qu'on connaît tous. Hem et donc concrètement, maintenant qu'est-ce qu'on fait, une fois qu'on a, débunké ces idées reçues? On peut se poser la question, donc quand est-ce que la QPCT, elle commence vraiment à s'exprimer vis-à-vis d'un candidat? La réponse, c'est au moment où il reçoit le premier mail, ou pire, lorsqu'il ne le reçoit jamais. En effet, on a 87 des candidats qui voient le parcours de recrutement comme le reflet de l'environnement de leur travail futur. Autrement dit, votre process de recrutement, c'est vraiment votre vitrine. Alexandre, il me semblait que tu avais une métaphore, assez intéressante, sur le sujet, donc je te laisse, l'exposer. Alors c'est une métaphore, c'est même une expérience. C'est un retour candidat qui m'avait dit qu'il jugeait, il jaugeait même, on va dire, la qualité de l'entreprise à travers un process très simple. Il se rendait aux toilettes pour aller mesurer la qualité du papier de toilette qui était fourni. Si jamais il se rendait compte qu'il avait eu triple épaisseur, il pouvait se dire qu'on prenait soin de ses collaborateurs. Autrement, si on avait, du mono épaisseur et un peu rêche, forcément, ça en disait long sur les économies que voulait appliquer l'entreprise. Donc la QVCT, parfois, effectivement, ça a un coût, mais ça a des coûts cachés, qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Donc c'est ça, le diable se cache dans les détails, comme on dit. Donc il faut faire attention vraiment à tout. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer, là-dessus sur, les premiers tests, de QVCT. Donc on a une asymétrie d'information, hein, fondamentale dans le recrutement. Le candidat, lui, il prend une décision, de vie, hein, clairement, il va changer d'entreprise, de métier, parfois de ville. Pendant qu'il attend votre réponse, il continue lui à évaluer. OK, donc il n'y a pas seulement, le poste, hein, qu'il évalue de façon, vous traitez également des gens, et ça a une importance. Un process qui dure 6 semaines sans aucune communication, ça dit juste qu'on est débordé ou alors on n'a pas envie, clairement, ou alors on ne prend pas au sérieux le recrutement. Donc tout comme le papier toilette, il faut faire attention également à la qualité de la communication qu'on met en place entre le candidat et l'entreprise. OK. Globalement, vous voyez ici, on a 3 signaux que scrutent, les talents. La première, c'est la clarté des étapes. Est-ce que je sais où j'en suis dans le processus? Est-ce que j'ai compris, ne serait-ce que déjà à travers l'annonce, ce qui allait se passer? Deuxièmement, le délai de réponse. Est-ce que l'entreprise dans laquelle je postule respecte également mon temps? C'est un engagement bilatéral. Troisièmement, la qualité des échanges.
Est-ce que l'interlocuteur RH que j'ai en face ou le manager que je vais rencontrer, est-ce qu'il est préparé? Est-ce qu'il est attentif? Est-ce qu'il est honnête? Il y a rien de pire que le manager, ou le responsable qui arrive et qui n'a pas lu votre CV, qui ne sait absolument rien de vous et clairement, on rentre déjà dans une idée que l'entreprise n'est pas sérieuse et qu'on n'a pas envie de rester chez elle. OK. Donc, faut travailler sur l'intégralité de ces, données, l'intégralité de ces étapes, et sensibiliser, comme on l'a vu tout à l'heure, à la partie managériale, voilà, pour passer les entretiens. Hop, je vais Hem, laisser oui, merci Alexandre pour, cette première partie. Comme on vous en parlait, en introduction, on a, prévu quelques tips, actionnables, pour, rebondir sur, la partie théorique. Le premier tips actionnable, c'est vraiment un audit, de votre processus de recrutement en seulement 15 minutes. C'est un audit rapide, qui n'est pas forcément, très approfondi, mais ça vous permet déjà de donner une tendance sur, ce qui se passe, au sein de votre entreprise. On a prévu 5 petites questions. Vous pourrez télécharger le support, il vous sera envoyé, après le webinaire pour récupérer ces outils. La première question, heu, sur le délai de réception du premier message entre la candidature et donc le premier retour. La seconde question, est-ce que les étapes et les délais, du processus sont bien décrits, dans votre offre? Est-ce que ça permet aux candidats de se projeter? Le brief manager aussi est-il formalisé avant l'entretien? Heu, j'ai déjà eu plusieurs retours, de personnes qui, arrivent en entretien et qui, sont confrontées à la personne qui réalise l'entretien et qui ne sait pas, pour quel poste, il, rencontre le candidat, donc c'est, assez, problématique. La quatrième question, est-ce qu'il y a un feedback systématique aux candidats même s'ils ne sont pas retenus? C'est vraiment, quelque chose qui est appréciable pour le candidat, il se sent considéré, même si, sa candidature n'est pas retenue pour, diverses raisons, c'est important de le savoir. Ça montre que vous avez vraiment, pris le temps d'analyser cette candidature. Et enfin, est-ce que vous avez déjà demandé à un candidat ce qu'il a pensé de votre processus? Ces 5 petites questions, permettent d'avoir un score, donc entre, 0 et 10 points et ça vous permet de savoir s'il faut, agir, vite ou pas sur, votre processus. Enfin, le deuxième petit tips, qui est, assez, on va dire, connu, mais qui, n'est pas forcément mis en place. C'est vraiment un parcours candidat en 3 mails, qui peut être automatisé ou, à minima, avoir, des trames à modifier pour personnaliser. Mais 3 mails, d'une part pour confirmer la réception et l'annonce des délais, auxquels, le candidat va être confronté lors du processus. Ensuite, un deuxième mail, pour l'invitation à l'entretien et recontextualiser le poste. Parce qu'on le sait, les candidats qui postulent, sont souvent en processus sur, différents postes. Il est important de recontextualiser et enfin, un dernier mail, qu'il soit, pour le candidat retenu ou non, c'est important, comme je vous le disais, de faire un feedback et vous pourrez retrouver sur, le support les éléments indispensables à intégrer dans ces mails. Voilà. Heu, on va lancer un deuxième sondage, justement, pour rebondir sur ce qu'on vous disait sur les tips. Est-ce que vous avez déjà audité votre propre processus de recrutement? Heu, voilà, donc je vous laisse, quelques secondes pour répondre. on a pas mal de non jamais déjà. 63 de non jamais pour le moment. Voilà, donc c'est ce qu'on disait, effectivement, une majorité d'entre vous n'ont jamais audité, votre processus de recrutement. Heu, oui, je vois, vous répondez, vous êtes beaucoup à répondre et oui, on voit 55 ne l'ont jamais audité. C'est un point intéressant, donc pour ceux qui ont répondu non, vraiment c'est pas d'inquiétude, on sait que la majeure partie, des entreprises ne l'ont pas fait, vous n'êtes pas en retard, mais il est important, de le faire. Après ce processus de recrutement, qu'est-ce qu'il se passe une fois que vous avez accepté un candidat, entre la signature et le jour J, entre le moment où il arrive, dans l'entreprise? Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie? Bien sûr, du coup, l'expérience, alors on va dire généralement que le recrutement s'arrête à partir du moment où le candidat a signé son contrat. Alors ça, déjà,
C'est pas vrai parce qu'il y a tout le moment, il y a le trou noir effectivement entre le moment où il a signé et le jour 1. Donc, cette première période déjà, elle est cruciale. Parce qu'un candidat à qui vous avez dit oui, c'est un candidat déjà qui se sent plus rassuré parce qu'il a une solution. C'est quelqu'un aussi qui peut être un peu plus oisif quant à capacité, professionnelle qui s'ouvre à lui. Donc c'est aussi là, à ce moment-là, où il peut être chassé ou il peut continuer à regarder derrière et donc c'est du temps que vous avez passé à recruter. Vous avez une période, pendant laquelle le candidat est en intermédiaire entre son ancien employeur et vous et s'il s'en va, clairement, vous avez perdu un momentum qui est important. Vous avez perdu de l'argent également parce que c'était aussi du temps que vous mettiez à profit, et tout ça, en fait, ça peut être prévenu, clairement. Donc bonne communication, d'une part, on vous donnera bien évidemment, tous les tips, mais bonne communication, d'une part, inviter le futur collaborateur à des réunions informelles, lui envoyer un accès partiel à l'intranet, hein, par exemple, pour qu'il commence à se préparer. Alors c'est pas toujours nécessaire, mais ça montre aussi l'implication de l'entreprise et à travers cette implication, ça montre vraiment l'aspect QVCT dont on parle, hein, dans ce webinaire. OK? Donc il faut savoir rythmer, il faut savoir accompagner, il faut savoir challenger dans le temps, justement, le candidat. OK. 2e point, l'onboarding. Alors l'onboarding, là, pour le coup, on passe vraiment de, la promesse au réel, OK? Quand j'arrive le premier jour, c'est le moment où je vais pouvoir me confronter à la réalité et je vais pouvoir avoir plusieurs tips, en tout cas plusieurs, données qui sont vérifiables immédiatement. Exemple, j'arrive, est-ce que mon ordinateur est prêt? Est-ce que les accès ont été créés? Est-ce que mon manager sera là? Parce qu'on a tous eu des expériences dans lesquelles on est arrivé, le manager qu'on devrait avoir est en vacances ou alors n'est pas disponible parce qu'en réunion. Ça, ce sont autant d'indicateurs qui peuvent mettre à mal la capacité aux collaborateurs à se projeter et à vouloir rester. OK. Et selon nous, d'ailleurs, un onboarding structuré, c'est un onboarding qui permet de réduire de 20 le turnover, sachant qu'on a aussi 35 des collaborateurs qui quittent l'entreprise dans les 6 premiers mois. Donc un bon process, un bon onboarding, c'est clairement un levier de performance. OK. Alors pourquoi ce chiffre, est si fort? Ben, parce que la première semaine, du collaborateur, c'est une période hyper sensible, hein, déjà. Il arrive, il n'a pas encore de repères, il ne connaît pas encore les codes, il ne connaît pas encore les équipes, donc ni habitude, il est dans un état d'attention maximale, donc il a besoin vraiment de se projeter et des petites choses positives ou négatives, ça peut être amplifié finalement dès le premier jour. OK, donc un poste de travail non configuré, ça dit: «Bah, attention, voilà, on a eu des problèmes techniques ou clairement on n'est pas organisé». OK. Ou alors tu n'étais pas attendu ce jour-là. Alors là, c'est encore pire parce que forcément, on va avoir des indicateurs et qui sont très négatifs pour le collaborateur. OK. Donc la question du sens, elle est, centrale. OK. Un nouveau collaborateur qui ne sait pas exactement pourquoi il a été recruté également, quels sont ses objectifs, quels sont, les 30 premiers jours, comment son rôle va s'inscrire dans la stratégie de l'équipe. C'est aussi des données qu'il va falloir préparer, qu'il va falloir heu, communiquer aux collaborateurs, même préalablement à son embauche encore une fois, hein, puisqu'on a bien évidemment la phase de recrutement, de preboarding et là cette fois-ci la phase de onboarding. OK. Hem, on va avoir la 3e, étape, la dernière étape également, hop, je vais passer ici. Les tips, en fait, pour votre quotidien. Donc comme Alexandre, du coup le disait, il est important de préparer, l'arrivée. Donc entre la signature du contrat et le jour J, le signal que l'on envoie, au candidat est essentiel. Donc on a préparé une petite, checklist, pour, les différents, services, concernés. Donc la checklist RH, en 2 items, de même pour la checklist, IT et enfin, la checklist manager un peu plus longue, mais tout aussi importante parce que, comme on l'exposait aussi en première partie du webinar, heu, la QVCT, elle se travaille au quotidien, et notamment sur la relation de proximité entre, le manager et ses équipes et pas uniquement, sur, la stratégie donnée par, les équipes RH. Et 2e tips, pour accompagner, cette partie sur, le l'onboarding finalement, la question de fin de première semaine. Qu'est-ce qui t'a surpris en bien ou en mal? Donc ça peut, faire écho, je pense, toutes les personnes qui sont dans la salle, au rapport d'étonnement. L'idée ici, c'est pas, d'avoir un document formel, construit, qui permet, d'évaluer, le, le regard du candidat sur, l'entreprise. Là, c'est vraiment, plus une discussion vraiment informelle, pour que, le manager puisse, prendre en compte, les signaux faibles, sur,
la perception, du nouveau collaborateur et vraiment on est vraiment sur un dialogue et pas une évaluation. Hem, Ce qui, vous intéresse, je pense, c'est vraiment, comment on mesure et comment on agit selon, les différents budgets. Donc là, c'est vraiment la partie la plus concrète. On le sait, ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer puisqu'on ne sait pas où on en est. Donc il y a des bonnes nouvelles. Les indicateurs les plus utiles pour piloter votre QVCT, vous les avez probablement déjà. C'est des indicateurs, RH que vous utilisez, certainement, régulièrement, mais pas dans un objectif de mesure de la QVCT. L'essentiel, c'est de le regarder sous le bon angle. Alexandre, je te laisse la main pour, développer cette partie. Tout à fait. Et alors, autant on a regardé préalablement tous les indicateurs et tous les risques qui étaient inhérents à la perception de la QVCT dans l'entreprise, autant là, on va passer plus de temps ensemble sur la notion de budget et sur les actions, hein, qui en découlent. Donc cette partie-là, elle est essentielle. On va commencer par un premier constat. Alors que la plupart des entreprises ont donné des indicateurs, des données, à leurs collaborateurs, OK, ou sur leurs collaborateurs même. Le problème, c'est qu'elles les lisent finalement comme des indicateurs RH assez classiques, OK. S On ne les lit pas comme des signaux de qualité de vie au travail. On va prendre un exemple, somme toute assez classique, on va prendre le taux d'absentéisme. On le suit pour anticiper les coûts, pour gérer les plannings, mais est-ce qu'on analyse par équipe, par manager, par période? Donc c'est pas des données dans lesquelles on va rentrer en général sur un focus bien particulier. On a une tendance globale et puis on s'arrête à cette tendance. Un taux d'absentéisme qui explose, un service précis, par exemple, dans une période bien précise, juste, par exemple, après les entretiens annuels, bah, c'est un signal. Vous voyez? C'est pas une coïncidence, clairement. Donc il faut savoir interpréter les données dont vous bénéficiez déjà, les traduire en situation opérationnelle et en déduire des informations. C'est un métier finalement de, détective, ouais, clairement. On va prendre un autre exemple, on va prendre le turnover. OK, on sait, combien on a de collaborateurs, on sait combien de personnes sont parties, mais est-ce qu'on sait vraiment pourquoi? OK. Ça, c'est un constat qu'on fait régulièrement. Voilà, on a des données, des statistiques, très bien. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors combien étaient là, par exemple, depuis moins de 6 mois? Premier indicateur, on a vu, hein, tout à l'heure, je vous ai partagé une information, 35 des collaborateurs partent dans les 6 premiers mois. Pour quelle raison? OK, combien venaient du même manager? OK, pareil, ça, c'est des signaux très forts, justement, qui peuvent vous aider à avoir des informations sur la position managériale, des individus dans votre entreprise. OK. Alors toutes ces questions, elles ne sont pas, anecdotiques, hein, anecdotiques clairement. Ce sont des données qui permettent d'agir sur les causes plutôt que sur les symptômes. OK. Et côté recrutement, vous avez tout plein d'indicateurs. Alors, on a un sondage effectivement qui dit qu'il n'y avait pas encore d'audit, sur l'aspect recrutement, la QVCT, le lien avec le recrutement, mais vous seriez étonné également de voir le nombre de RH, de responsables recrutement, qui n'ont pas aussi des données aussi simples que le taux d'acceptation des offres. Ouais, tout simplement. Si vous faites une offre à un candidat, sur 2 et qu'il y en a un sur 2 qui va la refuser, bah, c'est peut-être que le poste, n'est pas assez compétitif, c'est peut-être que la perception de l'entreprise n'est pas la bonne, c'est peut-être que finalement l'annonce, est pas claire. Donc ce sont autant de leviers qui vont vous permettre de vous améliorer. OK. Heu, Lien par exemple avec la transparence, la loi sur la transparence salariale effectivement, où aujourd'hui on doit fournir des fourchettes, de salaire et donc la compétitivité des offres aujourd'hui, va permettre, de pouvoir définir quelle entreprise est plus intéressante qu'une autre pour le candidat. OK, donc un exemple parmi tant d'autres. OK. Mais, pour aller encore un peu plus loin, c'est aussi parce que l'expérience vécue dans le process a peut-être déjà commencé à entamer leur envie de rejoindre l'entreprise. On revient sur cette notion de durée du process qui est un signal. Au-delà de 6 semaines, vous avez statistiquement beaucoup plus de chances de perdre les meilleurs profils. Eux, ils vont clairement pas vous attendre. OK? Donc rapidité, exécution, clarté, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. OK. Après vous avez les feedbacks, pareil. Les feedbacks, alors ça c'est quelque chose d'encore plus rare finalement que les statistiques. Les feedbacks des candidats refusés. OK, ou même ceux qui ont encore mieux, hein, qui ont décliné votre offre. Donc, c'est une mine d'informations que vous devez exploiter. OK. Alors 2 questions par email, hein, tout bête, alors on peut également les faire, bien évidemment à l'oral, mais 2 questions par email. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre processus de recrutement? OK. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Ça prend 30 secondes à répondre,
Tout le monde ne répondra pas, hein, bien évidemment. En tout cas, ça va vous donner un regard extérieur, légitime et que vous n'auriez jamais des collaborateurs en interne. Hem, Ensuite, vous allez avoir hop, on va passer au tips suivant, donc un ensemble de tips, qui vont vous aider finalement à mettre en place. On avait des questions qui sont déjà arrivées et sur lesquelles, on va commencer à élaborer des éléments de réponse. Heu, je vais te laisser reprendre la main Noémie pour justement donner ces tips et ces accompagnements. Oui, alors tout à fait. Dans la même idée que la question de fin de première semaine, il est intéressant d'avoir des retours, terrain réguliers, notamment avec une question, hebdomadaire en réunion d'équipe: «Qu'est-ce qui t'a empêché de bien travailler cette semaine?» Donc là, on est vraiment sur, un levier très simple à mettre en place. Tout l'enjeu et là où ça va vraiment faire la différence, c'est vraiment sur: que fait-on de cette donnée? La question, c'est intéressant de la poser, si on ne fait rien de la donnée qu'on reçoit, des collaborateurs, ça devient, peu pertinent. Donc l'enjeu, il est vraiment pas dans la collecte, il est vraiment sur, l'utilisation, l'exploitation de cette donnée. Heu, 3, tro 3 axes importants pour, l'utilisation de cette donnée. Qui note, qui synthétise, les données reçues des différentes équipes? Heu, Également, la ritualisation de cette question, et du bilan. À quelle fréquence on fait le bilan? À quelle fréquence on pose la question? Et enfin, dans quel objectif? Est-ce qu'on est plutôt sur un objectif de dialogue, et donc pas d'évaluation? Heu, Quels sont les critères, qu'on va choisir pour, on va avoir, donc évidemment plusieurs retours. Quels sont les critères qu'on va prendre en compte pour les analyser pour analyser, pour, faire découler des actions? Sans gouvernance, même légère, donc sur ces 3 points, la donnée, elle va juste s'accumuler sans jamais être actionnée et ça va créer de la frustration, au sein des équipes. Et deuxième Je tips. je veux je voudrais juste, Oui. je me permets de prendre la main, c'est je voudrais revenir à un point là-dessus, vous voyez, sur les réunions d'équipe, parce que là, on est, sur de la réaction en général et il y a 2 types, en fait, de processus, qui sont liés à la QVCT. Hem, la première, c'est la QVCT, en fait, les les processus de qualité de vie au travail intuitifs. OK. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, clairement pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on réagit. Voilà. On fait un team building, voilà, l'ambiance elle est morose, elle est lourde, ça va pas depuis plusieurs semaines. On sent que les gens sont à moitié dépressifs, donc clairement on a envie de les accompagner, on a envie de les aider. Très bien, un petit team building, c'est bien. Et puis après derrière ça suffit pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en place, les Friday free work, les vendredis après-midi libres, voilà, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'émissions. Donc on pense que finalement ces actions vont être bénéfiques, et être vraiment sur l'amélioration de la qualité de vie au travail et du processus d'intégration des collaborateurs. OK, alors les actions, elles peuvent être bonnes, hein, c'est pas un souci, mais là, le problème, c'est qu'elles sont en réaction uniquement. Donc on ne traite pas un symptôme, OK, on traite plutôt le symptôme, c'est ce que j'allais dire, on traite plutôt le symptôme, mais on ne traite pas la cause. OK. Donc c'est toujours mieux de prendre finalement le mal à la racine et de comprendre. Et alors pour ça, il faut savoir étudier finalement, mettre en place des stats, mettre en place des données. Donc là, on parle plutôt de QVCT piloté. OK, et là, on a des indicateurs, on mesure régulièrement. On a ces indicateurs en temps réel ou à échéance intermédiaire, hebdomadaire, mensuelle, semestrielle, annuelle. On compare entre les périodes, on identifie plusieurs patterns en fait et qui vont permettre de pouvoir se dire: «Tiens, à ce moment-là, on était bien, maintenant on n'est pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé?» Ça peut être une nouvelle direction, une nouvelle management, une pression du marché, des événements extérieurs. On est en capacité de venir comprendre et surtout de venir en réaction derrière auprès des collaborateurs. Là, c'est différent puisqu'on aura des données qui sont tangibles. OK. Donc, on agit de manière préventive sur ce qu'on a observé et clairement pas sur ce qu'on ressent. Et ça, c'est la principale différence. En fait, c'est la différence entre éteindre les incendies et construire un système coupe-feu, clairement. Donc le passage de l'une à l'autre, ça ne nécessite pas forcément de gros moyens. On va d'ailleurs vous donner, hein, juste après
les notions de QVCT, ce que vous pouvez faire, à travers justement les moyens que vous pouvez y mettre en place. Mais ça nécessite d'une part de la méthode, de la rigueur, de la constance également. Donc ce sont des points qui sont pilotés. On revient sur cette notion de QVC piloté. Ce sont des points qui doivent être pilotés à travers des comités et qui se dont les RH, les managers et la direction et les collaborateurs sont investis. OK? Donc des tips très, très simples, hein, régularité, simplicité, on n'alourdit pas les agendas, mais on explique clairement en fait la motivation. Voilà, je voulais juste, poser un petit peu le cadre, hein, là-dessus, ça me semblait important, de bien expliquer également. Merci Alexandre, et donc sur le dernier tips pour, en réaction à ce que tu viens de dire, la boîte à irritants anonyme, donc là, on est vraiment sur, un levier très simple, à mettre en place, comme le précédent d'ailleurs. Un Google Form, est suffisant. L'idée, encore une fois, c'est, un outil simple à mettre en place, et tout l'enjeu se trouve, dans, l'analyse et dans, ce qu'on fait de la donnée, que l'on récolte. Hem Et donc là, encore une fois, il est important de désigner, un responsable de la synthèse ou un service responsable de cette synthèse. Encore une fois, un délai de traitement, une fréquence de traitement, on ne peut pas, faire ça, tous les jours. C'est important, peut-être de faire cette boîte à irritants, 1 fois par trimestre peut-être, pour avoir, quand même une tendance sur, comment se sentent les collaborateurs. Également, on ne peut pas être, partout. Il est important de prioriser un à 2 irritants, sur lesquels agir, réellement et rapidement. Donc peut-être sur, entre les 2 sondages, donc sur le trimestre qui arrive. Et enfin, et un item qui n'est pas des moindres, c'est vraiment de communiquer sur ce qui a été fait. Heu, Vous pouvez récolter de la donnée, mettre en place des actions. Si vous ne visibilisez pas ces actions, vos collaborateurs qui prennent du temps pour remonter les irritants, pour, faire évoluer les choses, peuvent se sentir, peu considérés puisque, ils vont se sentir, ils vont penser que vous ne faites rien. C'est vraiment très important de visibiliser, pardon, vos actions. Heu Un dernier petit sondage juste avant de passer à la partie, sur, les différentes actions concrètes selon votre budget. Est-ce que parmi les tips qu'on vient de d'énoncer, il y en a un que vous pensez mettre en place, prochainement, ou, celui qui vous semble le plus, pertinent? Hop. Et pendant que vous répondez, on va, commencer, à vous présenter, les différents niveaux, d'action immédiate. Ouais. On voit les retours, hein, des sondages. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous gratuits, hein. Encore une fois, ça coûte beaucoup moins cher qu'un baby-foot et c'est plus facile à entretenir qu'une plante, hein. Donc ça, l'idée, c'est que ça va permettre aussi de pouvoir mettre en place. Donc là, l'idée, c'est que vous le voyez, on vous a fait un sondage, 4 actions, possibles, des tips. Ça coûte pas grand-chose, vraiment de mettre en place cette, volonté de qualité de vie au travail. OK, clairement. Là, les sondages que vous nous donnez, par exemple, un des premiers, en tout cas les plus visités, c'est, la question hebdomadaire en réunion d'équipe. Alors c'est bien, effectivement, c'est très bien parce que ça permet d'avoir des retours immédiats, mais en fait, là-dessus, vous allez avoir 2 biais. Premier biais, c'est que vous allez avoir poser des questions à des collaborateurs qui, comme ce n'est pas anonyme, comme c'est en situation, comme c'est devant tout le monde, ben en fait, vont pas forcément être honnêtes avec vous. Première chose. Et deuxièmement, si jamais vous venez pas en tant que RH, voir les réponses, vous avez un biais de perception qui sera potentiellement celui du manager. C'est humain, hein, clairement. Donc il y a plusieurs choses à mettre en place. Effectivement, il faut de la transparence, il faut de l'honnêteté, il faut participer à des réunions, il faut, auditer des collaborateurs. Mais là, les questions hebdomadaires en réunion d'équipe, clairement, ça va même potentiellement parfois être l'inverse. Ça va être d'auditer anonymement, par exemple, la boîte à hériteurs anonyme des données. Et après, derrière, ça va permettre de pouvoir redescendre l'information, comme disait Noémie, mettre en place des boîtes à idées, poser des questions et autres, mais ne pas avoir de retour. Ça peut être pire finalement que le mal originel. Donc, on va regarder concrètement tout ce que vous pouvez faire. Alors, on va commencer par le budget à 0 €. Il y a pas d'argent, il y a rien, alors là, il va y avoir beaucoup de volonté, beaucoup d'organisation, très bien. On va se mettre, dans juste en aparté, si vous voulez avoir du budget justement pour pour mettre en place, des processus, de QVCT,
réel, et la meilleure chose à faire, c'est de remonter des KPI dont on va parler tout à l'heure, hein, absentéisme, turnover, performance, de les traduire vraiment après en enquête pour savoir vraiment ce qui ne va pas, si c'est lié justement à des états internes, de l'humeur ou de la situation managériale. Et à partir du moment où on aura mis vraiment en face de la direction des problématiques inhérentes à des problèmes intérieurs, vous aurez potentiellement aussi plus de moyens pour vous accompagner. OK. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien? 0 €. Il y a des actions qui coûtent, rien, clairement. Ça prend de la méthode, en fait, ça nécessite de la méthode et ça nécessite un peu de temps. OK, donc clairement. Et ce sont souvent les plus puissantes, OK, parce que c'est celles qui agissent directement sur le quotidien des gens. OK. Donc sans passer par des outils, des budgets, des validations, heu, vous allez pouvoir créer des habitudes, vous allez créer de la régularité. OK. Et c'est exactement ce dont on a besoin tant qu'on parle de QVCT crédible et piloté, comme tout à l'heure. Donc, effectivement, la question hebdomadaire en réunion d'équipe. Qu'est-ce qui t'a bloqué cette semaine? Quels sont les problèmes que tu rencontres? OK, très bien. La boîte à irritants anonyme. Un Google Form, c'est gratuit, c'est accessible immédiatement, c'est facile, pas besoin de compétences, en développement et en programmation. C'est envoyé en quelques clics. OK. Le feedback, alors là, on revient sur la notion de candidat. Le feedback candidat systématique post-entretien. Vous avez alors le candidat a passé du temps avec vous, mais vous avez passé du temps avec lui. On ne peut pas dire oui à tout le monde. OK, ça on le sait. Et par contre, quand on embauche, en tout cas quand on a un processus d'embauche, on pose des questions. Parfois beaucoup de questions. RH, manager, direction, partenaires et ainsi de suite. Donc toutes ces données, il va falloir les récolter, il va falloir potentiellement les travailler pour faire un retour positif au candidat. Je vous garantis que le candidat qui, lui, aura une bonne perception de son retour, même si vous lui avez dit non, c'est un candidat qui serait potentiellement enclin à vous donner aussi une bonne notation sur un Glassdoor ou autre. OK? Donc ça a un impact également sur votre marque employeur. Revoir le séquençage des emails de recrutement. Alors, on arrête l'email automatique, «Bonjour, malgré les qualités», et ainsi ou encore pire, le «Sans réponse de notre part d'ici 3 semaines». Ça, on oublie, clairement pas. C'est plus aujourd'hui dans l'air du temps, on peut pas se permettre de répondre, en tout cas, des automatismes comme ça. OK. Je dis pas qu'il faut enlever les automatismes, mais il faut travailler différemment. OK. Vous formalisez une checklist de onboarding partagée entre RH, manager, IT. OK. Donc ça, c'est les premiers points, OK, que vous pouvez mettre à disposition et gratuitement, clairement, avec les outils qui sont à dispo aujourd'hui en ligne. OK. Après, bien évidemment, on peut aller sur d'autres budgets, un peu plus, modérés, sur lesquels on va parler à la fois d'outils, mais également aussi de formation. OK. Donc les outils clairement, hein, ça va être les SIRH, ça va être, les outils de pré-boarding, ça va être des outils de vidéo et ainsi de suite. Donc on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Donc vous avez un peu plus de budget alloué, vous avez des leviers qui sont plus efficaces que ceux qu'on a mentionnés, préalablement et qui vont outiller notamment la partie managériale. Et là, c'est là que la QVC se vit vraiment, hein, clairement. Donc on forme un manager à reconnaître les signaux faibles. OK, alors c'est un investissement, c'est pas une dépense, attention, c'est un investissement dans le retour, il va être quasiment immédiat et il va être mesurable. OK. Un manager qui détecte très tôt qu'un collaborateur est en train de décrocher, en fait, il peut agir clairement sur la situation avant qu'elle devienne irréversible. OK. Après, vous avez, pas besoin forcément de passer sur un séminaire, un colloque de plusieurs jours. Non, clairement, une demi-journée, bien séquencée, bien organisée, ça suffit vraiment pour donner les bons réflexes. OK. Donc vous pouvez déployer alors ce qu'on appelle ici les pulse surveys mensuels, donc les enquêtes mensuelles, les audits mensuels justement pour, vérifier auprès des managers et auprès des collaborateurs, justement ces signaux faibles. Vous formez les managers, sur ces signaux et vous abonnez potentiellement vos équipes à des applications, bien-être. On connaît Petit Bambou, Mon Sherpa, vous voyez, des choses comme ça. C'est aussi des choses qui vont commencer à aider, à accompagner. Ça se fait beaucoup dans les grandes entreprises, clairement. Mais il faut pas oublier qu'on est dans une structure où la TPE, la PME, ça marche aussi. Alors TPE, effectivement, c'est plus d'outils gratuits qu'on va mettre en place et c'est plus du relationnel, au quotidien. C'est le dialogue qu'on va mettre en place, mais sur la PME, clairement, ces outils ont leur place dans le quotidien. OK. Alors un petit mot sur, l'Apple Survey dont on parlait, c'est l'outil qui va permettre vraiment de passer du
On pense que les équipes vont bien à, on a des données récentes, concrètes et on sait comment les équipes vont, clairement. Donc ça doit être mensuel, c'est anonyme, c'est limité à 3-4 questions, ça prend 2 minutes à remplir. Vous donnez un signal, un objectif, hein, sur lequel après vous allez pouvoir agir. Le danger, c'est vraiment plutôt de se lancer, de jamais partager les résultats avec les équipes. Et on revient sur cette notion de on vous a compris, on met en place et puis derrière, il se passe absolument rien. Donc ça aggrave, encore une fois, on en parlait, ça aggrave du coup la défiance des collaborateurs plutôt que de réduire les incertitudes, hein, qui pourraient être liées. Dernière étape, on a de l'argent, on a plein d'argent, on a une entreprise, qui est là, une direction qui a envie d'investir et qui a compris qu'il y avait un vrai lien entre performance et QVCT. Là, on peut passer sur des enjeux vraiment stratégiques et des certifications. OK? Donc pour les organisations qui veulent faire de la QVCT un vrai argument de marque employeur et c'est un vrai argument clairement pour attirer, c'est là qu'on devient particulièrement puissant en termes d'attractivité et en termes de rétention. OK, donc il existe des démarches très structurées qui vont au-delà des outils du quotidien dont on parlait avant, hein. Même si les SIRH, les outils, d'accompagnement sont louables, vous avez des labels qui vont vraiment permettre de donner une idée claire aux candidats et aux collaborateurs de l'investissement que vous mettez. Donc il y a des labels type Happy at Work, les Great Work to Place. Ce ne sont pas simplement des certifications, c'est des processus qui vont vous obliger constamment à mesurer, écouter, améliorer, fiabiliser et documenter quelque part les processus de QVCT. Ces documents, les candidats les lisent, clairement. Donc c'est une aide. OK. On revient sur la notion de SIRH intégré, vous avez donc tout le tableau de bord parce que c'est très bien effectivement, hein, de pouvoir, mesurer l'absentéisme, le turnover, le taux de complétion des entretiens annuels, les objectifs, et autres, c'est très, très bien. Si vous le faites manuellement, c'est un temps considérable que vous allez passer, dessus. Donc l'automatisation à travers des outils dédiés aux ressources humaines, clairement, vont être un grand plus dans l'accélération. Et là, on va passer surtout d'une démarche intuitive à une démarche pilotée, comme on en parlait tout à l'heure. OK? Donc ces données qui vous sont accessibles en temps réel, elles changent radicalement la façon dont vous, RH et manager, vous allez prendre des décisions. C'est plus du, voilà, on pense que, ça va. Non, clairement, voici les chiffres, voici ce qui s'est passé, je les pose sur la table et clairement, là, on va pouvoir lancer des actions. Donc, si je résume, vous lancez un audit RPS, ou un baromètre social annuel, déjà, c'est une possibilité. Vous visez un label, Happy à Work, Great Place to Work, voilà, qui est un puissant levier, hein, de marque employeur et d'attractivité. Vous déployez un SIRH, complet et intégré avec des tableaux de bord, en temps réel. OK. Vous construisez une politique de prévoyance active, donc diagnostic d'absentéisme, téléconsultation, psychologue, accompagnement, retour à longue durée, tout ça, c'est des actions qui sont bénéfiques auprès des collaborateurs et potentiellement, vous pouvez aussi engager des démarches telles que les démarches RSE certifiantes, B Corp, ISO 26000, ISO 14001. Ce de plus, voilà, ça permet de structurer également la vision que les candidats ont de vous et de votre entreprise. Donc l'essentiel à retenir peut se résumer, et se synthétiser sur cette, dernière slide. Donc, les 6 types activables qui reprennent tout ce qu'on vient de se dire. Vous l'aurez compris, la QST, elle commence, au premier mail envoyé à un candidat et finalement elle ne s'arrête jamais vraiment, après ça. Les gens qui vivent bien dans votre entreprise deviennent vos meilleurs ambassadeurs sans que vous ayez forcément à le demander. Et l'essentiel, ce n'est pas d'avoir un grand plan, c'est surtout de commencer avec une première action qui, vous permet, d'enclencher, la démarche. Voilà, donc je vous invite à nous poser vos questions si vous en avez. Il nous reste 2 minutes pour, prendre quelques questions et Alexandre, je vois qu'on a une question de Céline, qui nous demande, comment doit être structuré le brief manager, donc le brief manager dont on parlait, en début de webinaire sur, le le brief, des RH fait au manager avant, un entretien Oui. avec, un candidat. Alors comment on fait le brief manager? Déjà, premièrement, c'est papier. Alors papier ou PDF ou autre, mais déjà, en fait, c'est pas sur un coin de table, clairement, c'est en pause de la réflexion. On audite les irritants qu'on a découverts dans l'entreprise, on regarde justement les problématiques, on accompagne les managers également dans leurs entretiens. Ce sont autant de données qualitatives et quantitatives qui vont vous aider déjà à comprendre où est-ce que vous avez des problèmes. À partir de là, vous allez vous poser entre manager, RH
potentiellement même candidats qui ont été embauchés. Et là, vous allez commencer à construire une réponse concrète. Et ce brief, clairement, vous allez le rédiger et vous allez le partager auprès de tous vos managers. Et en le partageant auprès des managers, vous allez avoir certes un document, mais un document, c'est lu, c'est pas lu, ça on ne sait pas. Mais vous allez également devoir organiser un webinaire interne, des séquences, de la formation pour justement mieux accompagner vos managers dans cette démarche. Merci Alexandre, je crois qu'il ne nous, reste plus de temps donc je vous remercie, tous pour votre participation et on vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée.